Oui, je pensais par exemple à une séquence où passage et acting out sont mêlés. Il s'agit d'une dame, c'est des personnes que je suivais il y a de très nombreuses années, à l'époque où j'étais encore psychiatre, et c'est une dame qui a fait une tentative de suicide. C'est-à-dire qu'elle avait pris des médicaments et elle a téléphoné à son mari pour lui dire « j'ai pris des médicaments ». Son mari est revenu du travail, a vu en effet qu'elle avait pris des médicaments, il a téléphoné à son médecin traitant, et la femme du médecin, sa femme était endormie, elle était passée déjà en coma. Et la femme du médecin traitant lui a dit « est-ce que c'est urgent parce que mon mari ne rentre que ce soir ?» Et l'homme a répondu « non, non, on attendra qu'il rentre ». La femme est décédée. D'accord. Là, il faut bien dire qu'il y avait un acting out du côté de la dame, mais un passage à l'acte par abstention du côté du mari. Ça me paraît quand même très clair. Si vous voulez, c'est pour distinguer brièvement acting out et passage à l'acte. Mais enfin, de façon plus large, sans vouloir raffiner trop cette distinction, on sait bien comment, dans les institutions, et notamment le courtier, dans les institutions en fonds psychotiques, dans certains hôpitaux, surtout les hôpitaux qui ont des secteurs adolescents, ou des hôpitaux aussi qui ont des secteurs où ils reçoivent des gens qui sont en grande difficulté sociale, c'est-à-dire violents, comme on dit, n'est-ce pas? On sait bien que dans ces cas-là, le passage à l'acte, le côté être dans le passage à l'acte, vient à la place du symptôme. N'est-ce pas? Vous avez un certain nombre de sujets, donc moi je vois ça aussi au courtier, de jeunes qui arrivent et qui sont très forts dans le passage à l'acte. Et tout le premier temps du travail consiste à arriver à les faire passer d'un autre côté que le passage à l'acte, du côté du passage par la parole. C'est d'allonger le circuit de la réponse à l'angoisse, en passant par la parole plutôt que par l'acte, dans la mesure où l'acte est ininterprétable, de façon générale. L'acte est un court-circuit. Mais c'est un court-circuit efficace. C'est sûr que quand on a sauté sur les rails du train, on n'est plus angoissé après. De même que d'ailleurs, les jeunes qui ont produit des acting out, après l'acting out, eh bien on est moins angoissé, ça calme. Ce sont donc là des remparts contre l'angoisse, où la certitude est alors transférée de l'angoisse à l'acte. Je voulais, évidemment, par rapport à ça, quand j'évoque ainsi l'angoisse, j'ai glissé quand même des troubles anxieux à l'angoisse. Parce que quand on parle dans des scènes, quand on ne parle pas d'angoisse, on parle de crise de panique, mais il y a aussi toutes les dimensions. Le trouble anxieux implique qu'il y ait une continuité entre la panique et l'anxiété diffuse. Que c'est du même ordre. D'ailleurs, c'est les mêmes médicaments. Or, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait du même ordre. De cette angoisse utile pour repérer un point de réel, de cette angoisse dont Freud dit qu'elle est un signal, que je présente là comme signe d'un danger intime au sujet, par rapport à quoi le sujet, ce qu'il a de mieux à faire, c'est de construire un symptôme. De cette angoisse-là, il faut distinguer un autre mode de l'angoisse, qui est quand en effet le sujet se met à fabriquer de l'angoisse en surcroît, inutilement. N'est-ce pas ce que Freud distingue l'angoisse signale et l'angoisse diffuse. Quand dit-il, le moi se défend en excès. Je vais vous le citer précisément. L'angoisse est donc d'une part attente du traumatisme, n'est-ce pas? Ça c'est le côté, l'angoisse comme signal, l'angoisse comme justement ce qui vient signaler la présence d'un réel, la présence de quelque chose, d'un objet intime trop inquiétant pour le sujet, et d'autre part, répétition atténuée de celui-ci. C'est-à-dire que là, l'angoisse se met à être produite comme anxiété diffuse. Je suis en permanence angoissé
Parce que quand je ne rencontre pas l'angoisse, je suis angoissé par l'idée que je pourrais être bientôt angoissé. Non, je pense que c'est un discours qu'on entend tout à fait précisément comme ça, n'est-ce pas? C'est ça l'anxiété diffuse. Ça n'est plus l'angoisse comme point de repère, c'est l'angoisse comme ce qui gêne complètement le sujet. Ce n'est pas l'angoisse qui permet de repérer ponctuellement un point vif pour le sujet, mais notamment un point traumatique. Mais c'est l'angoisse en tant que, justement, elle immobilise le sujet. J'insiste, tout récemment, c'est pour ça que je pense à elle, parce que c'est évidemment des situations qu'on rencontre assez souvent, j'en ai vu d'autres. Mais une dame qui est venue me voir pour une anxiété diffuse. Elle est tout le temps un peu angoissée. Voilà. Elle n'a pas une grande angoisse, elle a régulièrement des crises d'angoisse. Mais enfin, elle est toujours un peu angoissée. Anxiété généralisée. Et donc elle venait pour me demander des médicaments que je lui ai donc pour l'instant refusés. Je lui ai refusé en lui disant quand même que c'est une jeune dame, que ce serait dommage qu'elle entre dans un circuit d'intoxication, simplement. Parce que les neuroleptiques, les anxiolytiques, sont de façon générale quand même très largement prescrits. C'est parmi, en Suisse, je ne sais pas. Mais en France et en Belgique, c'est quand même la drogue la plus répandue. Elle est simplement tout à fait légale et administrée médicalement. Je n'ai rien contre, hein, mais c'est spécialement chez les femmes extrêmement répandu. Un point qu'on peut quand même se demander si c'est tout à fait nécessaire. Il y a d'autres médicaments comme ça. J'ai lu dans un journal hier que les médicaments contre l'hyperactivité chez l'enfant, n'est-ce pas, c'est Ritalin, voilà, contre l'hyperactivité chez l'enfant, ont été en Belgique. Sur les 6 premiers mois de 2011, on en a prescrit autant que le total de 2009 et 2010 réunis. Là, on voit la courbe exponentielle. Et les enfants n'ont pas l'air généralement plus calmes. Autant, c'est-à-dire, il y a quand même, si vous voulez, là, une course à la médicalisation, à la médication, qui me paraît par moments excessive. Enfin bref, je l'ai retenu simplement avec l'idée que s'il faut d'un peu d'anxiolytique à un moment, pourquoi pas, mais plutôt éviter d'entrer dans ce circuit avec trop de facilité. C'est seulement ça mon idée. Pas trop facilement. Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit que je lui proposais plutôt d'essayer d'en parler. Et là-dessus, elle m'en parle. Et tout de suite, évidemment, on trouve quand même le début de ça, parce que c'est pas depuis toujours qu'on a une angoisse un peu diffuse. Et le début de ça, c'est depuis une rupture amoureuse. Ça, c'est banal. C'est d'autant plus banal que de toute façon, depuis lors, elle est avec quelqu'un d'autre et ça n'a pas arrêté l'angoisse diffuse. C'est pas simplement parce qu'elle est seule, c'est-à-dire que la rupture amoureuse a déclenché ça. Ce qui fait que lors d'une séance ultérieure, elle me dit que, oui, en fait, elle y a réfléchi, et au fond, elle ne peut pas trouver de meilleure façon d'expliquer son anxiété permanente aujourd'hui que ça lui rappelle toujours la fois où elle était la première fois vraiment très embarrassée, angoissée, inquiète au travail. C'est au point donc que quand elle vient me voir, elle a arrêté son travail. Elle est actuellement, je pense, sans doute, comme on dit sur la minute, non, elle doit être au chômage, je pense, au chômage. Et elle voudrait rechercher du travail, mais elle est angoissée de chercher du travail. Et elle est en même temps angoissée de ne pas avoir de travail et de ne pas oser en chercher. Donc c'est vraiment, tout devient anxiogène. C'est une sorte d'anxiété diffuse permanente. Et donc elle me dit, ben voilà, je suis assistante sociale. Et le premier travail que j'ai eu, c'est il y a quelques années. Je trouve que je travaillais bien. D'ailleurs, mes collègues plus âgés trouvaient aussi que je travaillais bien. Mais ils me faisaient un reproche, c'est que je n'arrivais pas suffisamment à expliquer aux collègues quels étaient mes repères, ma méthode de travail. Et donc, on mettait en doute la qualité de mon travail, non pas sur ses effets, parce qu'au fond, ça allait plutôt que tout se passait bien. Mais ce que ses collègues lui disaient, c'est si tu ne peux pas expliquer ta méthode,
alors on ne sait pas ce que ça va donner, peut-être avec un autre patient. Et donc, depuis lors, elle est angoissée. Et elle n'ose pas parler en public. Elle n'ose pas parler de son travail à ses collègues les derniers temps. C'est comme ça qu'elle a arrêté. Et au fond, ce qui lui fait difficulté de ne pas être au travail, c'est parce qu'elle aime le travail et que quand elle n'y est pas, elle est obligée de réfléchir à ce qui ne va pas. Mais que quand elle y est, elle doit rendre compte de ce qu'elle fait. Et quand elle va chercher du travail, eh bien, ce qui l'angoisse, c'est pas de chercher du travail, mais c'est l'entretien qu'on va lui donner en lui demandant « Et comment vous travaillez ?» comme assistante sociale. Donc, un peu après, elle précise encore, elle me dit « Au fond, il y a quelque chose de plus ancien que ça. J'ai toujours été dyslexique. À l'école, j'étais dyslexique. Et c'est comme ça que je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à formaliser ce que je fais. Parce que je dis les choses dans le désordre. Parce que comme je lisais les lettres dans le désordre. Je trouve ça très intéressant. Au fond, là, elle situe un point qui est plus proche, celui de la cause de cette angoisse. Je ne sais pas encore ce que ça donnera, parce que c'est un travail très récent. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. On voit cette anxiété diffuse liée quand même d'une part au désir de l'autre, au sentiment de jugement par l'autre, mais aussi à cette petite caractéristique qu'on lui avait donnée, vous êtes dyslexique. Ça, je ne sais pas ce que ça donnera, je le dis bien. Simplement, ce qu'elle m'a dit, c'est au fond, moi je travaille de façon intuitive. Et finalement, il s'est élaboré avec moi qu'elle pourrait dire en entretien qu'elle travaille au cas par cas. C'est l'orientation analytique. Moi, je ne pourrais pas dire ma méthode non plus, personnellement. Ma méthode, elle est d'écouter ce que dit le patient et de le suivre. Pour trouver les points où je l'arrête, où je dis un mot. À elle, si vous voulez, pour réduire son anxiété, à la place du neuroleptique, je lui ai proposé moi. À la place de l'anxiolytique, je lui ai proposé moi. C'est-à-dire, je lui ai dit, vous me téléphonez, j'ai vu un mardi, je crois, vous me téléphonez vendredi pour me dire si vous avez cherché du travail. Elle m'a téléphoné vendredi, elle n'a jamais cessé de chercher du travail depuis. Depuis lors, elle vient 2 fois par semaine me voir pour en parler. Ça ne fait que quelques semaines. Mais je veux dire, il suffit à l'occasion de se proposer comme le point de soutien, imaginaire du sujet, sans se laisser envahir. Alors, elle a le sentiment d'être jugée par l'autre. C'est ça la question du désir de l'autre qui l'envahit. En même temps, elle retourne ça en sentiment de culpabilité sur elle-même. Je ne vaux rien. C'est pas ça, c'est la pente mélancolique. Je voudrais à ce propos dire un mot pour conclure. De façon à laisser la parole pour débattre un peu. Je voudrais dire un mot du rapport entre angoisse et culpabilité. Enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où le sujet retourne le jugement supposé de l'autre sur lui et en fait une culpabilité, il est un peu moins angoissé. Alors, je pense que l'angoisse n'est pas bonne conseillère, que ça demande toujours à être calmé. Ici, je faisais une promotion de l'angoisse, puisque je dis c'est le point vif où peut se saisir un réel du sujet. Mais ça n'est que de façon ponctuelle dans la crise d'angoisse comme telle, quand le sujet vient d'élaborer, ou dans la construction phobique. Mais dans l'anxiété diffuse, ça demande à être calmé. Donc l'angoisse, certes, montre un réel qui peut être utile pour s'orienter, mais n'est pas bonne conseillère sinon pour le sujet. D'ailleurs, parce qu'elle peut pousser, s'il ne trouve pas d'autre solution, au passage à l'acte. La culpabilité, par contre, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne suis pas pour déculpabiliser. Je vais vous dire pourquoi. Sans culpabilité, il n'y a pas moyen de faire une psychanalyse. Le principe de la psychanalyse, c'est quand même de se dire, c'est d'ailleurs comme ça que les gens viennent me voir, il m'arrive telle chose. Ce n'est pas la première fois. J'y suis donc bien pour quelque chose. Et je voudrais changer ça. Alors, bien entendu, la culpabilité au sens de l'auto-reproche permanent est totalement inutile. Mais la culpabilité, au sens où le sujet prend la responsabilité de ce qui lui arrive, même s'il n'y peut rien, mais qu'il prend la responsabilité de comment il réagit, ça me paraît essentiel. Et donc, je ne suis pas pour déculpabiliser trop vite.
Par contre, l'angoisse, je suis pour désangoisser, parce que cette patiente-là, je ne lui ai pas donné d'anxiolytique, mais je lui ai donné mon numéro de téléphone et j'ai demandé qu'elle m'appelle un jour où on n'avait pas rendez-vous à telle heure. Bon, ça, c'est vraiment, c'est la fonction de l'anxiolytique, c'est vraiment faire tenir, n'est-ce pas? Bon. Je ne ferai pas ça par rapport à la culpabilité. Voilà, je vais conclure sur cette distinction-là. En vous remerciant de votre